La vidéo d'aujourd'hui ravira les fans de catch télévisé. Vous voyez ces combats exagérés et mis en scène? Aux États-Unis, on appelle ça le catch, une vraie folie nationale. Les catcheurs sont super célèbres et certains sont même devenus de grandes stars d'Hollywood, comme The Rock et John Cena. Imaginez la confusion quand un catcheur célèbre et apprécié meurt dans des circonstances suspectes. Il n'y a pas eu qu'un mort, mais un massacre. Sa femme et son fils ont aussi été tués. L'affaire mêle trahison, vengeance, poursuite, et le vrai coupable ainsi que le mobile vous surprendront. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les histoires bizarres, crimes réels, théories du complot et curiosités étranges, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que tout cela nous aide beaucoup. Ici sur la chaîne Beauté, lançons la vidéo. Nous allons commencer par faire connaissance avec le personnage principal de l'affaire d'aujourd'hui, Chris Benoit, né le 21 mai 1967 à Montréal au Canada, fille de Michael et Margaret Benoit. Peu de temps après, la famille a déménagé à Edmonton. Et dès son plus jeune âge, Chris avait déjà une obsession, c'était le catch, c'est-à-dire la lutte professionnelle. Quand quelqu'un n'aime pas seulement quelque chose, il le vit. C'était lui, il suivait tous les championnats, vraiment religieusement, il regardait tout, il mémorisait tout, et il rêvait d'être comme ses idoles. Et puis, à 12 ans, il a déjà commencé à s'entraîner pour transformer son rêve en réalité. Ses parents l'ont totalement soutenu. Son père, Mike, est même allé jusqu'à lui acheter son premier ensemble d'haltères. Pour remplir sa carrure, apprendre la discipline, s'entraîner et créer une routine, le garçon est entré dans ce mode. Je vais devenir catcheur, c'est tout. À cette époque, Chris commence à s'inspirer de grands noms et surtout d'idoles qu'il voyait de près. Ses deux lutteurs favoris étaient Bill Eaton, alias Dynamite Kid, et Bret Hart. Avec le temps, ce rêve s'est réalisé. Même lorsqu'il progressait dans sa carrière, Chris a eu l'occasion de s'entraîner avec Tom lui-même et il était même allé jusqu'à copier certains de ses coups et mouvements célèbres. Comme je l'ai dit plus tôt, ces combats de catch ne sont qu'un spectacle, c'est vraiment un show, vous voyez mes amis? Les vainqueurs sont décidés à l'avance et même les prises du sont chorégraphiées et répétées. Mais cela ne veut pas dire que les catcheurs n'ont pas besoin de s'entraîner avec de vrais athlètes. Et ils prennent aussi beaucoup de vrais coups et se blessent parfois gravement. Le secret pour devenir un catcheur célèbre, sans véritables affrontements, est de conquérir le public. Alors, chaque catcheur créait un personnage, avait ses propres mouvements et prises uniques, il devait vraiment être des showmen pour divertir le public. Chris Benoit était doué pour ça, tu sais. L'un de ses coups les plus célèbres était le coup de tête volant, où il sautait tête la première sur ses adversaires, se blessant aussi fréquemment. Écoute, ne fais pas ça. L'adolescence de Chris, c'était essentiellement ça. Entraînement, discipline, entraînement, discipline. Il est aussi passé par le célèbre Hart Family Dungeon, une académie légendaire dans le catch, connue pour avoir formé de nombreux lutteurs importants. En 1985, à 18 ans, il débute professionnellement lors de son premier combat officiel. Il voulait se pincer pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Son premier combat était en équipe, qu'il a remporté avec Rick Patterson grâce à un coup spécial. Je ne sais pas expliquer, car je ne comprends rien à la lutte, et après ses débuts, sa carrière a décollé. Chris partage alors sa vie entre le Canada et le Japon. Au Japon, ses combats de catch sont une véritable fièvre nationale. Il passait des mois à lutter à la New Japan Pro Wrestling, où il est aussi devenu célèbre. Ensuite, il a passé une saison au Mexique, puis en Allemagne. Chaque lieu devient un tremplin pour acquérir une grande expérience, jusqu'à son entrée dans le circuit professionnel, surtout aux États-Unis, n'est-ce pas? Au cours de sa carrière, il remporte plusieurs titres, mais le plus marquant reste son entrée à la WWE, l'UFC du catch. Son apogée arrive en 2004 lorsqu'il remporte la ceinture des poids lourds. Tout allait-il aussi bien pour Chris en dehors du ring? Découvrons-le ensemble. Au cours de ses 22 ans de carrière, Chris s'est marié 2 fois. Son premier mariage a eu lieu avec une femme nommée Martina en 1988. Ils ont eu 2 enfants, David et Megan, mais le mariage n'a pas duré. Martina était une femme simple qui voulait une vie tranquille, alors que Chris vivait dans un monde totalement différent.
Toujours sur la route, il concourait et se produisait partout dans le pays. Il avait de nombreux fans, son visage sur des panneaux publicitaires et donnait souvent des interviews à la télévision. Et Martina, elle ne voulait pas passer toute sa vie à ce rythme-là. Non, mais il y avait aussi un autre problème qui a poussé Martina à vouloir partir. Il se trouve qu'elle, tout comme tous les amis de Chris, disaient qu'il était un gars super tranquille, très calme, affectueux, même s'il avait cette image de macho, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il est de notoriété publique que ses combattants abusent des stéroïdes anabolisants. Martina a dit qu'il s'entraînait là-bas pour devenir costaud pendant sa préparation. Il se gavait de testostérone et se transformait en un homme beaucoup plus nerveux, impatient et très agressif. Même si elle a dit qu'il ne l'a jamais frappé, il devenait vraiment odieux sous stéroïdes, tu vois. La relation a traîné jusqu'en 1997 quand ils ont divorcé. Ce divorce a peut-être aussi une autre raison, car juste après sa finalisation, Chris a débuté une liaison avec la catcheuse Nancy Sullivan. Cette histoire a d'ailleurs commencé étrangement. C'est parce que Nancy était mariée à Kevin Sullivan, qui était aussi catcheur et un collègue bien connu de Chris. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, dans le catch, beaucoup de choses des sont scénarisées, c'est du théâtre, tout le combat est chorégraphié, n'est-ce pas? La WWE a mis en scène un triangle amoureux entre Chris, Nancy et Kevin, mais ce n'était que du spectacle. Ils s'en servaient pour créer une rivalité, promouvoir les combats et attirer l'attention du public, car tout le monde aime les potins. Mais à un moment, Kevin a réalisé que la liaison extra-conjugale de sa femme dépassait la simple mise en scène sur le ring. Non, Chris et Nancy ont commencé à sortir ensemble dans la vraie vie, en dehors des caméras. Cette trahison a conduit Nancy à divorcer de Kevin et à officialiser aussitôt sa relation avec Chris. La situation étant devenue compliquée et l'ambiance tendue, Nancy a pris sa retraite de catcheuse pour devenir manager de carrière de Chris. Elle gérait l'emploi du temps, les contrats et l'administratif dans sa carrière. La relation entre eux est devenue de plus en plus sérieuse et, en 2000, ils se sont mariés. Peu de temps après, leur fils, Daniel Benoit, est né. Un temps, tout semblait bien aller dans la nouvelle famille, du moins selon le monde du catch. Mais en 2003, Nancy a surpris tout le monde en demandant le divorce. Voilà, je dors ici les gens, au cas où... Oh, Mathéus dort sans ronfler, Jésus, encore une fois. Des raisons similaires à celles du premier mariage. Le style de vie, la pression, les conflits, mais surtout le changement de comportement de Chris quand il consommait beaucoup de stéroïdes. Et un effet secondaire bien connu de ceux qui abusent du jus de Hulk, c'est ce qu'on appelle le roid rage, cette explosion de colère et d'impulsivité violente associée à l'abus de stéroïdes. Chris voulait sauver la relation, la famille, et les amis ont soutenu le couple. Il a promis de changer. À la fin, Nancy lui donne une nouvelle chance et la famille reste unie. Mais il peut aussi y avoir une autre raison à ce changement de comportement de Chris et à ses accès de violence. Les catcheurs subissent des traumatismes physiques constants, des coups à l'abdomen, au visage et surtout à la tête. À l'époque, les gens l'ignoraient, mais à force, ces chocs répétés à la tête deviennent catastrophiques. Chris ne ménageait pas son corps, se jetant et recevant des coups à la tête, surtout lors de son célèbre coup de tête volant. Pour aggraver les choses, Chris était un homme typique, il n'avait pas l'habitude de consulter un médecin. Après les combats, il mettait juste un peu de glace et c'est tout, tu vois. Aujourd'hui, beaucoup se demandent combien de commotions il a eu. 1, 10, 100. Il a peut-être vécu avec des commotions fréquentes, voire même continues, et sans jamais se soigner. Voici une donnée intéressante. Probablement à cause de cette combinaison explosive, l'espérance de vie des pratiquants de ce sport est inférieure à celle de la population générale. Et pendant la carrière, entre 25 et 49 ans, un combattant a 4 fois et demi plus de risques de mourir qu'une personne ordinaire. Les principales causes de décès sont les crises cardiaques et le cancer, sans doute dues à l'abus de stéroïdes anabolisants. Incroyable, non? Et Chris connaissait bien cette statistique, car son meilleur ami, qu'il considérait comme un frère. Un autre catcheur, appelé Eddie Guerrero, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel en novembre 2005. Il n'avait que 38 ans et a eu une crise cardiaque fatale. Eddie comptait énormément pour Chris, et sa mort l'a profondément marqué. Chris, autrefois dur et réservé,
s'est effondré lors du tournage du documentaire commémoratif sur Eddie. Je sais que tu es dans un endroit meilleur, et je sais que tu me regardes en ce moment. Et je sais juste que je t'aime. Après cela, les personnes proches ont remarqué une chose. Chris n'a plus jamais été le même. Il est tombé dans une profonde dépression. Pourtant, il devait monter sur le ring et se produire pour ses fans, ce qui le rongeait intérieurement. Le 19 juin 2007, Chris a affronté Elijah Burke et a gagné. Mais un détail a frappé. Il paraissait moins charismatique, un peu déconnecté, différent de d'habitude. Personne ne le savait, mais ce serait son dernier combat. Moins d'une semaine plus tard, le 23 juin, des événements étaient prévus. Il devait faire une apparition pour des photos et des autographes avec des fans dans un endroit. Mais il annule l'apparition du vendredi. Il dit que Nancy et Daniel étaient très malades à cause d'une intoxication alimentaire et qu'il les emmenait à l'hôpital. Il a dit que le lendemain, il prendrait un vol pour les championnats ICW Heavyweight et qu'il était programmé pour faire un match d'exhibition avec Chavo Guerrero, qui était le neveu de son grand ami décédé, Eddie Guerrero. Mais le samedi, Chavo reçoit un étrange message vocal de Chris. Il le rappelle et trouve la conversation très bizarre. Chris ne disait rien de cohérent, juste qu'il passait une mauvaise semaine ou un mauvais week-end. Ce qui a marqué Chavo, c'est qu'au moment de partir, Chris lui a dit « Je t'aime » d'une manière étrange, comme s'il faisait ses adieux. Je suis parti là-bas dimanche à 8h. Chris arrivait à l'aéroport de Houston où Chavo devait le récupérer. Avant cela, à 3h53 du matin, Chavo se réveille avec un message étrange de Chris. Les chiens sont dans la zone de la piscine fermée, la porte latérale du garage est ouverte. Chavo, confus, est resté à regarder son téléphone. 30 secondes plus tard, le même message arrive, cette fois depuis le téléphone de Nancy. Et tout de suite après, un autre message de Chris arrive avec une adresse. Mon adresse est 130 Green Meadow Lane, imagine-toi, à 4h du matin, en train de lire ça, qu'est-ce que tu penses? Il se passe quelque chose, mais quoi? Chavo devient encore plus méfiant. Il a pensé que Chris avait envoyé ça par erreur, et comme il le verrait bientôt, il a laissé tomber et s'est rendormi. Regarde-moi ça. Dimanche matin, Chavo arrive à l'aéroport à l'heure prévue d'arrivée de Chris, mais celui-ci n'arrive pas. Une demi-heure passe, puis 1, 2, puis 3 heures. Chavo conclut que Chris a encore été absent, comme vendredi et samedi. Cette fois, Chavo a prévenu l'organisatrice de la WWF. Ils appellent chez lui et sur son portable, cherchent dans les hôpitaux, laissent des messages et continuent jusqu'à 23 heures. Toujours aucune réponse de Chris, et personne, pas même Chavo, ne savait quoi que ce soit. Salut Chris, c'est Anne du bureau, elle essaye de te joindre. C'est dimanche soir, il doit être environ 19h. J'espère que tout va bien. Si tu peux, appelle-moi sur mon portable. Quand Chavo a su que personne ne joignait Chris, il a parlé des messages étranges reçus à son patron. Au petit matin, tous étaient inquiets. L'agent de Chris a contacté la police locale pour demander un contrôle de bien-être, c'est-à-dire qu'une patrouille vérifie le domicile de la personne. Bonjour, je viens de parler à un autre officier. Je suis Denis Fagan, détective à la retraite de New York, responsable sécurité pour World Wrestling. Un de nos catcheurs vivant là-bas a disparu. Et il m'a dit de préciser que nous avons besoin d'un contrôle de bien-être depuis hier. Il devait se présenter à un événement pay-per-view et il n'a jamais pris l'avion, il n'est jamais venu. Ils ont essayé de joindre sa femme Nancy, elle ne répond pas. Ils ont essayé d'appeler chez lui. Ce n'est pas son habitude. À 3 heures du matin, un message a été laissé à un autre catcheur disant « Les chiens sont derrière ». À l'arrière de ils sont dans la voiture, Le lieutenant Larry, l'un des premiers arrivés, connaissait bien Chris car ils s'entraînaient ensemble et étaient amis de salle de sport. Arrivé devant le portail fermé, il frappe chez sa voisine Holly, qui lui dit posséder une clé de la maison des Benoît. Comme il lui demandait parfois de s'occuper de leurs chiens, elle propose donc d'entrer seule et d'enfermer les chiens, car ils étaient un peu agressifs avec les étrangers. Le policier accepte et reste dehors, pendant que Holly entre et se dirige vers la maison, tandis que le policier attend dehors. Quelques minutes plus tard, Holly sort en courant de la maison, criant de panique. Elle avait du mal à s'exprimer, mais au milieu des cris et des pleurs, elle dit qu'elle est entrée dans la maison et qu'elle a trouvé le petit Daniel mort. Le policier entre en courant, arme à la main, fouille la pièce et trouve aussi le corps de Nancy.
Nancy est découverte à l'étage, mains et pieds liés. Le corps était enveloppé dans un drap, avec une Bible posée à côté. La mort a été attribuée à une strangulation. Daniel, retrouvé dans sa chambre, n'était ni attaché ni blessé, mais aurait été étouffé avec un oreiller. Une Bible était aussi près de lui. Et enfin, Chris a été retrouvé dans la salle de sport de la maison, effondré, mort sur le sol, avec un câble d'appareil de musculation enroulé autour de son cou. Des dizaines de policiers ont isolé la maison, devenue scène de crime. Les enquêteurs n'ont relevé aucun signe d'effraction ou d'intervention extérieure. En observant, ils constatent que les 3 sont morts à des moments distincts. Regarde bien, les autorités ont conclu que Nancy est morte la première, le vendredi 22 juin. De l'alcool était présent dans son corps et elle avait tenté de résister à l'étranglement. Daniel est décédé samedi. Les examens toxicologiques ont révélé qu'il avait été sédaté avec un médicament sous ordonnance stricte et probablement inconscient lors de son étouffement. Et Chris est mort le dimanche. Quand cette information s'est répandue, l'impact dans le monde du catch a été énorme. On ne connaissait aucun détail, seule la mort de Chris Benoit avait été annoncée, alors des fans du monde entier lui ont rendu hommage. La WWE a consacré son émission hebdomadaire télévisée à un hommage de 3 heures à Chris Benoit, saluant sa carrière et ses succès. De nombreuses théories ont émergé chez les fans sur la mort de Chris Benoit. Ses proches ont témoigné de sa grande paranoïa ces derniers mois. Ils disaient qu'il était poursuivi par des agents du gouvernement, mais qu'il ne pouvait pas donner de détails. Et tout ça, c'était un peu fou. Selon les témoignages, il était obsédé par la sécurité, vérifiait les alarmes et était tendu en public. Tu sais, comme quand tu prends toujours le même chemin à la salle de sport ? Alors, il prenait toujours un chemin différent en sortant, comme pour semer quelqu'un. C'est fou, non ? Ils ont aussi commencé à se méfier de Kevin Sullivan, l'ex-mari de Nancy et ancien ami de catch. Des personnes proches disaient qu'il n'avait jamais surmonté la trahison et qu'il avait tué Chris par vengeance. Pour rendre Kevin encore plus suspect, tout le monde dans le catch savait que Kevin était sataniste. Il était même connu comme le prince des ténèbres dans le monde de la lutte. Il portait des maquillages étranges sur le visage. Placer des bibles près des corps suggérait peut-être un rituel. Qui sait ? Les policiers ont expertisé l'ordinateur de Chris et constaté que la dernière recherche Google avant les crimes portait sur Elijah. Elijah a été le dernier adversaire qu'il a affronté et vaincu quelques jours auparavant. Est-ce qu'Elijah était aussi impliqué là-dedans ? Le plus étrange, c'était une mise à jour sur le profil Wikipédia de Chris. Wikipédia, pour ceux qui l'ignorent, est une bibliothèque mondiale en ligne où chacun peut modifier ou ajouter des informations. Regarde comme c'est étrange. Quelques heures avant la découverte des corps, quelqu'un a modifié la page Wikipédia de Chris Benoit, annonçant sa mort ce matin-là. C'était très suspect, non ? À ce moment, personne n'était informé, pas même les médias, lorsque la police a localisé l'ordinateur à l'origine de la modification. Ils ont trouvé l'adresse à Stamford, Connecticut, près du siège de la WWE. C'était assez pour que l'Internet devienne folle. Les gens accusèrent les propriétaires de la WWE d'avoir tué Chris et d'être au courant. C'était vraiment fou. La police a finalement découvert que le poste venait de Matthew Greenberg, un étudiant de 19 ans passionné de catch. Il avait lu sur un forum que des policiers et ambulances étaient entrés chez Chris. Matthew, espiègle, a décidé de troller Internet en modifiant le profil Wikipédia de Chris. En affirmant à tort que Chris était mort pour semer la confusion en ligne, il a lui-même été choqué d'apprendre le vrai décès de Chris. Est-ce que tu penses que ce sont des blagues ? Tu peux passer d'une blague à un suspect. Je ne referai plus jamais ça. Jamais. C'est juste un grand œil ouvert. Au final, la police a conclu que c'était Chris lui-même qui avait causé tout ce malheur. Il a tué sa femme, puis drogué et tué son fils. Le lendemain, il s'est suicidé avec un câble de musculation. Mais pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi Chris a-t-il agi ainsi ? Ses proches disaient qu'il avait arrêté les anabolisants et n'était plus agressif depuis un moment. De plus, le fait qu'il ait commis les crimes à des jours différents montrait que c'était un acte planifié et non causé par une colère passagère. Le père de Chris a alors demandé une autopsie détaillée du cerveau de son fils.
Chris était connu pour encaisser les coups comme personne. Il recevait des coups à la tête, des coups de chaise et surtout, son coup spécial, qui était le coup de tête volant. Les examens de son cerveau ont révélé une encéphalopathie traumatique chronique, CTE, maladie progressive liée à des lésions cérébrales répétées, comme les commotions et impacts à la tête. Pour ceux qui ont vu ce film avec Will Smith, Seul contre tous, qui raconte l'histoire du médecin qui a découvert cette maladie. Soudain, plusieurs anciens joueurs de football américains ont commencé à commettre des crimes barbares et à tuer leur famille. Et ils se sont aussi suicidés, apparemment, comme ça, sans raison. Ce film est vraiment bien, les amis, ça vaut le coup de le regarder. Il se trouve que les sports qui provoquent des chocs à la tête causent des micro-lésions, de petits saignements internes qui finissent par cicatriser, mais qui modifient progressivement la structure du cerveau. Les amis, je ne suis pas médecin, je ne suis spécialiste de rien. Mais en expliquant grossièrement pour nous comment on pense au cerveau. C'est comme des fils fragiles dans une boîte. Des coups répétés les étirent, les irritent et les enflamment. Avec le temps, cela use réellement, certaines zones du cerveau perdant leur fonction. La neurochirurgienne ayant examiné le cerveau de Chris a estimé que ces lésions étaient similaires à celles d'un patient de 85 ans atteint d'Alzheimer. Et parmi les symptômes de l'ECT figurent des difficultés de raisonnement et de jugement logique, des changements de comportement, de la paranoïa et des troubles émotionnels, comme la dépression, l'anxiété et même un manque d'empathie. Selon comment cela se manifeste, cela peut devenir une vraie tempête. Il a peut-être eu une crise de paranoïa et Dieu sait ce qui lui est passé par la tête. Dans le cas de Chris, il pourrait s'agir de dépression, de maladie, de colère ou d'un mélange. On ne saura jamais à 100%, c'est certain, mais toutes les preuves suggèrent qu'à un moment donné, il a perdu la bataille contre son propre esprit. Et c'est ici que je veux clarifier quelque chose. Parce que même si apparemment, Chris a pu être victime d'une maladie que personne ne savait comment gérer, et qu'il se peut qu'il n'ait eu aucun contrôle ni aucune chance de lutter contre la paranoïa, et qu'il a fini par faire ce qu'il a fait. Dans cette histoire, les personnes les plus importantes n'étaient pas lui, mais Nancy et Daniel, ce sont eux en effet, les véritables victimes de tout cela. Une femme ayant abandonné sa carrière, restée dans l'ombre, a construit une vie avec lui, et leur fils de 7 ans qui idolâtrait son père. C'est triste. Dites-moi ce que vous en pensez. Selon vous, est-ce Chris ou une autre personne qui a commis ce crime parfait? Je pense sincèrement que c'était Chris, après des années d'abus d'anabolisants. Ce diagnostic de CTE met vraiment un point final aux autres théories, pour moi. Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire et débattons-en. Et si vous avez aimé cette chaîne, si vous avez aimé l'histoire de la vidéo, profitez-en pour mettre un like, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Pour nous aider à grandir et à créer des vidéos, restez connectés pour la prochaine. À bientôt. Je vais attendre le producteur ici, parce que le producteur ne fait que dormir. Et le producteur est en train de ronfler, n'est-ce pas? Oh là là!